Pour cette troisième semaine sur la cybersécurité, l'intervenant est Michel Sejean, donc c'est un professeur des universités de la Sorbonne à Paris, en droit privé et sciences criminelles. Il va nous parler des trois grands types de droits que l'on peut retrouver pour la cybercriminalité, à savoir le droit privé, qui concerne le droit des SSI, le droit pénal, qui concerne la lutte contre la cybercriminalité, et le droit public, qui concerne la cyberdéfense nationale. Sur chacun de ces trois grands domaines du droit, il va proposer un cas pratique pour nous expliquer les notions de base qu'il faudra avoir en termes de cybersécurité. Il y a une définition très importante à retenir, c'est que la cybersécurité, c'est le fait de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes, des réseaux et des données. Cette vidéo sera composée de deux parties. Il va nous montrer en fait que le droit est une chose importante en cybersécurité parce que lorsqu'il y a une attaque qui se produit sur une société, eh bien, il faut savoir que la société est aussi responsable de cette attaque et du coup les actionnaires ou les clients peuvent porter plainte contre la société pour s'être fait attaquer. Du coup il y a une double peine, l'attaque plus la partie qui concerne le droit. Donc au niveau cybersécurité, il faut que les sociétés mettent tout en œuvre pour être sécurisées au niveau des textes de loi et ainsi être protégées des éventuels effets collatéraux qui peuvent être produits par une cyberattaque. Découvrons son intervention tout de suite dans cette première partie. Et bienvenue dans cette semaine sur le droit de la cybersécurité. Je m'appelle Michel Sejean, je suis professeur de droit à l'Université Bretagne Sud et je suis également auditeur à l'Institut des hautes études de défense nationale dans la session nationale sur la souveraineté numérique et la cybersécurité. Cette semaine, nous allons parler d'un aspect qui ne vient pas immédiatement à l'esprit quand on pense à la cybersécurité. D'habitude, on pense plutôt à des ingénieurs qui ont un matériel très sophistiqué pour se défendre ou pour livrer bataille sur le cyberespace. Il y a aussi des aspects juridiques qui sont extrêmement importants pour prévenir et limiter les conséquences des cyberattaques lorsqu'elles se produisent. Et c'est d'autant plus important d'en parler que tous les juristes sont en train de numériser leurs activités, et donc les juristes doivent connaître la cybersécurité aujourd'hui pour mener une activité sûre. Et en sens inverse, les ingénieurs sont aussi soumis à des contraintes juridiques fortes, et il est important que les ingénieurs connaissent les aspects de droit qui régissent leur activité. D'où l'importance d'avoir un module complet sur le droit de la cybersécurité. Comment ce module va-t-il se décomposer ? Eh bien d'abord, il a deux objectifs. Le but premier, c'est de sensibiliser aux trois ensembles de règles du droit de la cybersécurité, et puis, dans chacun de ces trois ensembles, de prévoir une mise en situation pratique, certes courte et sommaire, mais elle permettra au moins d'illustrer l'essentiel de chacune des trois branches du droit de la cybersécurité. Dans cette semaine, nous allons commencer par un tour d'horizon du droit de la cybersécurité. De quoi est-il composé? En quoi consiste-t-il? Puis, nous consacrerons du temps à chacune des trois branches de ce droit, c'est-à-dire d'abord au droit de la sécurité des systèmes d'information, on parle aussi de SSI comme abréviation courante, puis la lutte contre la cybercriminalité, extrêmement importante en pratique, et enfin la cyberdéfense nationale, sans laquelle notre pays ne tiendrait pas debout, puisque les cyberattaques qui sont menées sur des opérateurs d'importance vitale sont nombreuses et il est très important de pouvoir s'en prémunir. Commençons par un tour d'horizon du droit de la cybersécurité. Et pour y parvenir, il faut réfléchir selon une règle de 3. Parce que dans le tour d'horizon que je vais vous proposer, on va trouver des tiercés, des triptyques, des trilogies, des triades. Commençons maintenant. Commençons par les tiercés gagnants de la cybersécurité. Parce qu'en fait, une bonne cybersécurité, c'est celle qui garantit 3 éléments qui sont inscrits non seulement dans les manuels des informaticiens, mais encore et surtout dans plusieurs textes de loi, loi française, loi européenne et même dans des législations étrangères. Une bonne cybersécurité, c'est celle qui garantit la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de 3 séries d'éléments, c'est le deuxième tiercé, les systèmes, les données et les réseaux. La confidentialité, c'est l'idée de dire que personne n'a accès au système, aux données et aux réseaux s'il n'y est pas autorisé. L'intégrité, c'est l'idée de dire que ce à quoi on a accès n'est pas altéré, modifié, sans autorisation. Et enfin, la disponibilité, c'est tout simplement de pouvoir
avoir accès à ces systèmes, à ces données, à ces réseaux. Il doit y avoir une continuité du service informatique sur ces 3 niveaux, les systèmes, les données et les réseaux. Voilà pour les tiercés gagnants de la cybersécurité. En fait, ils représentent ce à quoi le droit de la cybersécurité s'applique. C'est l'objet du droit de la cybersécurité, c'est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes, des données et des réseaux. Pour y parvenir, il y a une œuvre en 3 parties qui existe. On peut parler d'un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a 3 volets de règles, 3 ensembles de règles. Un volet de droit privé, c'est le droit de la sécurité des systèmes d'information. C'est un droit qui met en place des méthodes techniques et organisationnelles pour pouvoir assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes, des données et des réseaux. Méthodes techniques et organisationnelles, ça veut dire qu'il y a 2 séries de choses qui sont faites. Tout d'abord, beaucoup de documentation, on en parlera plus tard dans la semaine, et ensuite beaucoup de mesures informatiques, mesures techniques qui visent à garantir la sécurité sur les 3 niveaux qu'on a identifiés, système, données et réseaux. Deuxième volet du triptyque, eh bien c'est le droit pénal, un volet qui est extrêmement important, qui concerne les infractions qui sont punies par des peines qui peuvent être des peines privatives de liberté, c'est-à-dire de l'emprisonnement ou de la réclusion. Et donc, ce droit de la lutte contre la cybercriminalité, c'est celui auquel le public est le plus souvent exposé, celui dont on entend le plus souvent parler. Mais c'est un droit qui est très difficile, très frustrant, parce que, comme le dit le général Watin-Augouard, qui est un des grands penseurs de la cybersécurité en France, avec les cyberattaques, les pirates n'ont jamais été aussi proches de leurs victimes et aussi loin de leurs juges. Et c'est un des gros défis de la lutte contre la cybercriminalité que de parvenir à attraper les cybercriminels. Et puis le 3e volet de ce triptyque, c'est un volet qui est plutôt un volet de droit public, c'est celui de la cyberdéfense nationale. On verra pendant la semaine qu'il s'agit d'un volet qui a un très large spectre, puisqu'on peut parler à la fois de mesures extrêmement techniques, précises et impératives, comme l'ensemble des mesures qui imposent à des opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire à des entités sans lesquelles la nation n'existerait pas, d'être en sécurité. Donc ça, c'est un volet très dur de règles. Et puis, à l'opposé de ce spectre, on a un volet beaucoup plus souple, beaucoup plus en cours d'édification, qui est un ensemble de doctrines, d'accords, de déclarations de haut niveau, diplomatiques notamment, sur la coopération internationale dans le cyberespace et puis, d'une certaine manière, le droit de la conflictualité dans le cyberespace. Et la cyberdéfense nationale, c'est tout cela en même temps. C'est donc un champ extrêmement vaste, mais c'est celui qui est le plus gros rempart contre les cyberattaques qui menacent les intérêts de notre pays. 3 remarques sur ce triptyque de règles. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir diviser en 3 la vision qu'on a d'une matière. Mais la division ne doit pas être artificielle. En fait, ces règles interagissent beaucoup entre elles. Ce ne sont pas des silos, ce ne sont pas des tuyaux d'orgue. Il y a beaucoup de dialogue entre ces règles. Par exemple, en matière de cyberdéfense nationale, si un dirigeant d'un opérateur d'importance vitale ne respecte pas les règles de cybersécurité qui s'imposent à lui, il peut être sanctionné par le droit pénal, par une amende notamment de 150 000 €, qui est donc très dissuasive et qui va s'appliquer à lui ou à elle personnellement. Et donc on voit que les règles de la cyberdéfense nationale sont parfois sanctionnées par le droit pénal, donc il y a bien un dialogue ou une perméabilité entre les différents ensembles de règles. Deuxième remarque, c'est que ces règles en droit français sont éparpillées, on peut dire comme dans les tontons flingueurs façon puzzle, c'est-à-dire qu'on les trouve dans un nombre considérable de lois, de règlements et de codes différents. On trouve des règles du droit de la cybersécurité dans le code de procédure pénale, dans le code des postes et des communications électroniques, on en trouve dans le code monétaire et financier, dans le code du travail, on en trouve dans le code pénal, on en trouve dans tout un ensemble de règles, sans compter les lois non codifiées, sans compter non plus les législations de l'Union européenne, des directives et des règlements qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, quand on essaie de s'intéresser au droit de la cybersécurité, on a beau avoir 3 compartiments plutôt bien délimités, il est extrêmement difficile de rassembler toutes ces règles en un seul endroit
pour y avoir accès de manière commode. C'est pour ça qu'il y a un mouvement actuel qui réclame, avec de plus en plus d'insistance, la création d'un code de la cybersécurité, un code de code en quelque sorte, puisqu'il ne s'agirait pas de changer la place actuelle des textes de loi sur la cybersécurité, il s'agirait de les rassembler dans un outil commode qui tiendrait dans la main, dans lequel on pourrait trouver une sorte de compilation raisonnée de l'ensemble des lois et des règlements qui s'appliquent au droit de la cybersécurité. C'est très important parce que si on n'a pas cette vision un peu synoptique, cette vision d'ensemble, eh bien, on n'arrivera pas à pratiquer la cybersécurité de manière aussi commode qu'on a besoin de le faire. Et puis la troisième remarque est une remarque de fond. Quand on entre dans le droit de la cybersécurité, on a envie de pouvoir protéger tout et tous. Mais ça n'est pas possible, parce que la conformité aux règles ne garantit pas la cybersécurité. Oui, mon entreprise a respecté toutes les règles possibles et imaginables, et pour autant, elle peut être victime d'une cyberattaque. L'intérêt de respecter les règles de la cybersécurité, c'est de gérer les conséquences d'une cyberattaque en les réduisant au minimum, en réduisant aussi sa responsabilité, en réduisant l'impact que cette cyberattaque va avoir sur mon organisation. Donc c'est une gestion du risque cyber que l'on fait grâce au droit, mais ce n'est pas une suppression du risque cyber. Troisième élément, les risques. Eux aussi, ils viennent par trois. Ils vous menacent un peu comme une triade. Et il y en a trois séries. Il y a un risque opérationnel, un risque juridique et un risque d'image. Bien sûr, l'ensemble de ces risques fait courir un risque commun qui est le risque financier, mais ça n'est pas une quatrième catégorie de risque, le risque financier, c'est le point commun de ces trois risques. Le premier risque, c'est le risque opérationnel, c'est-à-dire que l'activité peut être bloquée. On le voit dans de très nombreuses cyberattaques. Pendant plusieurs semaines, l'entreprise qui est victime d'une cyberattaque ne peut tout simplement plus exercer son activité. Les logiciels sont bloqués, les ordinateurs ne fonctionnent plus, l'entreprise ne peut plus communiquer à l'intérieur ou à l'extérieur, et donc les fournisseurs ne peuvent plus s'organiser, toute l'activité est bloquée, il en résulte une perte importante de chiffre d'affaires, et puis aussi une perte de la confiance, mais ça c'est plutôt le risque d'image qu'on verra dans un instant. Deuxième risque, c'est un risque juridique. Eh bien, quand je suis victime d'une cyberattaque, c'est un peu la double peine. C'est la double peine parce que je fais l'objet d'une attaque qui me cause un blocage dans mon activité, mais en plus de ça, le plus souvent, on me le reproche. Parce que quand on regarde comment l'attaque s'est produite, on va souvent trouver qu'il y a eu peut-être de mon côté une négligence, quelque chose que je n'ai pas fait, une règle que je n'ai pas bien respectée, un dispositif que je n'ai pas bien mis en place. Et pour cette raison-là, je risque des amendes et des poursuites judiciaires. On le voit aussi très souvent dans les cyberattaques, ce sont les actionnaires qui vont porter plainte en justice contre la gouvernance de l'entreprise en reprochant à cette gouvernance de n'avoir pas mis en place les mesures juridiques et techniques nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences d'une cyberattaque. Et enfin, le troisième risque, c'est un risque d'image. Et ce risque-là est le plus complexe de tous. Il est impossible à quantifier. On n'arrive pas à savoir jusqu'où peut aller la perte d'image quand on est victime d'une cyberattaque. On sait que quand une entreprise respecte très bien les règles du droit de la cybersécurité et qu'elle respecte très bien les règles de la gestion de crise, qui ne sont pas des règles juridiques, qui sont des règles de management, les règles de la communication de crise par exemple. On sait que quand une entreprise les respecte, non seulement elle parvient à limiter le dommage à l'image, mais en plus, elle peut même en faire un avantage concurrentiel. Et elle peut même faire en sorte que les clients, les actionnaires, les investisseurs aient encore plus confiance dans la résilience de cette entreprise parce qu'elle a si bien géré le risque cyber qu'on lui fait encore plus confiance qu'avant la cyberattaque. Mais quand cet effort extrêmement exigeant n'est pas fourni, eh bien le risque d'image est démesuré. Un exemple, l'entreprise Yahoo en 2014 était en pleine opération pour être vendue à un très grand opérateur de télécom américain qui s'appelle Verizon. Verizon est arrivé pour acheter l'entreprise à plusieurs milliards de dollars et pendant les opérations de rachat qui durent plusieurs semaines, l'entreprise Yahoo a été attaquée. On a montré par 2 fois que plus d'1 milliard de comptes mail avaient fuité et que donc les personnes qui avaient un compte yahoo.com ou yahoo.fr ou yahoo. Quelque chose n'étaient pas du tout en sécurité sur leur messagerie.
Eh bien, les négociations ont répercuté ce risque d'image, et l'image de Yahoo a été tellement écornée que le prix de vente de cette entreprise a été baissé de 350 millions de dollars pendant les négociations. C'est vous dire l'importance du risque d'image lorsqu'il y a une cyberattaque qui est mal gérée. Enfin, après les tiercés, les triptyques et les triades, il reste une trilogie d'enjeux humains. Une trilogie parce qu'il y a 3 grandes tragédies humaines, si l'on peut dire, dans la question de la cybersécurité qui intéressent le droit. Et là, ce dont on parle, c'est de la place de l'humain dans la cybersécurité et dans le droit de la cybersécurité. On peut identifier 3 niveaux d'enjeux. Le premier niveau, c'est un enjeu individuel. C'est celui qui concerne l'identité numérique. On parle beaucoup de reconnaissance faciale aujourd'hui, d'identification biométrique, palmaire avec les empreintes digitales, avec des empreintes aussi avec l'iris des yeux, des empreintes de toutes sortes, biométriques en fait, qui vont nous permettre d'accéder avec sécurité à certains services. Mais tout ça mérite beaucoup de réflexion parce que l'enjeu de l'identité numérique est un enjeu qui doit être respectueux des droits et libertés de tous. Et en fait, dans l'enjeu individuel sur l'identité numérique, ce dont on est en train de parler, c'est d'un véritable choix de société. Est-ce qu'on veut, comme le dit le général Watin-Augouard, une liberté sécurisée comme ce serait souhaitable, une liberté qui est sécurisée par les technologies, ou bien est-ce qu'on veut une liberté surveillée, comme on peut les trouver dans certaines dictatures ou dans certaines démocratures, donc en fait pas une véritable liberté, ou bien est-ce qu'on veut une sécurité surveillée, et là c'est encore le niveau du dessus dans le totalitarisme. Et la technologie nous fait poser ces questions, et ces questions se manifestent au premier chef dans la relation que notre identité entretient avec le numérique. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu relationnel. Nos conversations sur les moyens numériques peuvent toujours être interceptées. Elles transitent d'un point A à un point B avec un paquet d'informations, des données, des octets, et elles peuvent toujours être interceptées. Mais la vraie question, c'est une fois qu'elles sont interceptées, est-ce qu'on peut les lire ? Et ça, c'est la question du chiffrement des données et des échanges. C'est la question de la confidentialité numérique. C'est une question qui est difficile aussi parce que il y a un arbitrage à faire. D'un certain côté, on a envie d'être libre, de pouvoir échanger sans être écouté, donc de pouvoir chiffrer nos conversations. C'est très important. Et d'un autre côté, quand ce sont des criminels qui chiffrent leurs conversations et qu'on intercepte leurs conversations, eh bien, on ne peut pas en lire le contenu, donc on peut moins facilement les incriminer. Que faut-il faire ? Bien, ce n'est pas à des experts de donner la réponse, c'est une question de société, il faut que tout le monde s'en saisisse. Il faut qu'il y ait des débats démocratiques à même de trouver le bon équilibre de confidentialité numérique qui permettent la liberté sécurisée par les technologies et non pas la liberté surveillée ou la sécurité surveillée par les technologies. Et le troisième enjeu, enfin, c'est un enjeu collectif. On en parle souvent dans différents contextes, avec plus ou moins de précision, c'est celui de la souveraineté numérique. C'est un terme que les juristes n'aiment pas beaucoup parce qu'il n'est pas très précis, mais c'est un terme qui évoque quelque chose. L'idée selon laquelle nous serions, en tant que peuple, maîtres de tous les aspects numériques de notre vie. Or, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. C'est loin d'être le cas à plusieurs niveaux. Au niveau industriel, on ne peut pas aujourd'hui construire des équipements qui soient 100% français dans la plupart des cas. Très souvent, on doit faire appel à des composants qui viennent de pays étrangers, plus ou moins bienveillants par rapport à notre pays. Parfois même, on pourrait recourir à des technologies françaises, mais on ne le fait pas par paresse ou parce qu'on trouve que les technologies étrangères sont plus ergonomiques, qu'elles sont plus faciles à utiliser. Et là-dessus, il y a de véritables questions à se poser sur le fait que collectivement, on doit pouvoir garder la maîtrise de nos technologies et de notre relation au numérique, et que cette relation collective que nous avons au numérique en tant que peuple ne doit pas faire l'objet d'intrusion et de malveillance étrangère. La définition de la cybersécurité qui est donnée par l'ANSSI révèle quelques-uns des aspects que nous avons évoqués en droit de la cybersécurité jusqu'à présent. L'ANSSI nous dit ceci, et je vais prendre le temps de lire cette définition car elle est très importante. La cybersécurité, c'est quoi ? C'est l'état recherché pour un système d'information qui lui permet de résister à des événements issus du cyberespace, susceptibles de compromettre, voilà notre tiercé, la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données qui sont stockées, traitées ou transmises,
et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu'ils rendent accessibles. Ce qui est intéressant, c'est la phrase d'après. La cybersécurité fait appel à des techniques de sécurité des systèmes d'information, le droit de la SSI dont nous avons parlé, et s'appuie sur la lutte contre la cybercriminalité, deuxième ensemble de règles, deuxième volet du triptyque, et s'appuie sur une cyberdéfense, sous-entendu ici une cyberdéfense nationale, c'est le troisième volet du triptyque dont on a parlé. On le voit, notre conception technique de la cybersécurité prend en compte les enjeux juridiques et politiques que nous avons évoqués, puisque dans cette définition qui, au départ, était une définition technique, on retrouve en fait les aspects juridiques et politiques dont nous avons parlé. Ici, je voudrais vous montrer qu'il y a d'autres manières de définir la cybersécurité. Et la diapositive est en train de se remplir d'un texte extrêmement long qu'on ne va pas lire. Je voulais simplement vous montrer à quel point il était long. Et il est non seulement long, mais il est extrêmement technique. C'est un texte écrit par l'Union internationale des télécoms, qui est une organisation internationale basée à Genève. Et cette Union internationale des télécoms a elle aussi une définition de la cybersécurité, mais c'est une définition écrite par des ingénieurs et pour des ingénieurs. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la définition de la cybersécurité, elle peut être sur un très large spectre, elle peut être soit très technique, c'est l'extrême technique ici, soit, diapositive suivante, elle peut être plus politique, c'est l'autre extrémité du spectre, et là, je vous montrerai la vue de la définition de la cybersécurité dans la loi vietnamienne de 2018, et cette définition mérite, elle, d'être lue attentivement. Les Vietnamiens nous disent que la cybersécurité s'entend, dans la présente loi, comme l'assurance que les activités dans le cyberespace ne porteront aucun préjudice à la sécurité nationale, à l'ordre public et à la sécurité publique, et aux droits et libertés légitimes des organismes de l'État, des organisations et des individus. Ce qu'on voit, c'est que la cybersécurité, elle est au Vietnam d'abord au service de l'État vietnamien, et un peu moins des individus, même si les individus apparaissent à la fin de la définition. Mais c'est une définition qui est très peu technique, on ne nous explique pas quels sont les procédés de la cybersécurité, on nous dit simplement quelles sont ses fins politiques. La définition française est entre les deux extrêmes techniques et politiques, puisque quand on reprend la définition de l'ANSSI, on voit bien qu'on a une voie médiane qui paraît peut-être plus équilibrée, qui prennent davantage en considération l'ensemble des préoccupations de la cybersécurité, et donc c'est important de pouvoir comparer tout ça. Pour conclure, le droit de la cybersécurité, c'est un droit de la prévention et de la réaction aux cyberattaques. Dans ce droit de la cybersécurité, il y a un échelon national, c'est vrai, qui est important, mais de plus en plus, il y a deux autres échelons qui sont à construire. L'échelon européen, extrêmement riche, surtout depuis 10 ans, un échelon européen qui produit énormément de directives et de règlements qui sont directement applicables au droit interne français. Et puis il y a un échelon international à construire qui concerne la coopération entre les États et aussi entre les entreprises. Un droit qui garantisse que les opérations sur le cyberespace ne sont pas systématiquement hostiles, un droit qui permette finalement d'atteindre une cyberpaix, même si on en est actuellement très loin. Et le dernier aspect de ce thème, c'est que nous avons en Europe une culture juridique forte. Souvent, on fait l'objet peut-être de moqueries. On dit souvent, quand il y a une innovation, les Américains en sont à l'origine, ils la brevettent, les Chinois la copient et les Européens la régulent. C'est vrai, mais c'est bien parce que la régulation chez nous, c'est une manière d'entrer dans notre culture humaniste pour pouvoir faire en sorte que quand on a une innovation technologique, elle soit compatible avec les valeurs humanistes qui sont les nôtres et qui sont des valeurs de paix. Et donc, même si la réalité des choses fait qu'on doit affronter une conflictualité, ça n'empêche pas qu'on ait un objectif par la régulation de tendre de plus en plus vers une paix compatible avec des valeurs humaines et qu'on n'essaye pas de transformer notre société en une société de machines qui sont systématiquement hostiles dans le cyberespace.